Dimanche 25 août 2023-24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision nationale, sur la télévision Labari plutôt. Démarrons ce journal avec l'analyse d'un spécialiste des questions d'hydrologie. Il s'agit de l'expert international, M. Ahmed Abdou Moulay. Il est expert international en hydrologie. Il se prononce sur les causes des inondations provoquées donc par les fortes pluies qu'enregistrent nos différents pays du Sahel depuis quelques semaines, des mois même, on va dire, depuis le début en tout cas de la saison des pluies. Il se prononce donc sur les causes de ces inondations. Je vous propose de le suivre en extrait dans un entretien qu'il a accordé à la télévision Labari avant de retrouver l'intégralité à la fin de ce journal. Le phénomène de changement climatique et l'ensablement de cours d'eau, ajouté bien sûr à l'encroûtement des sols, serait principalement à l'origine des inondations constatées actuellement dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et en particulier le Sahel. On a dit que la décennie 2011-2020 a été une des décennies les plus chaudes jamais constatées depuis les 125 000 dernières années, avec pour conséquence effectivement réchauffement du climat au niveau mondial dû aux activités humaines. Alors, les scénarios donc, de prédiction du groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat, le GIEC, font état de ce que un réchauffement global de l'ordre de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait être atteint à l'horizon 2030. Donc nous y sommes presque, nous sommes en 2024, donc nous sommes effectivement à peu près en phase avec ces prédictions-là. Et le dernier rapport du GIEC a démontré effectivement qu'une augmentation, un accroissement ne serait-ce que d'un degré Celsius est susceptible d'induire un accroissement de vapeur d'eau donc au niveau de l'atmosphère de l'ordre de 7%. Ce qui pourra effectivement se traduire par des pluviométries plus importantes et par conséquent des inondations potentielles. Alors, par rapport aux causes proprement dites, je pense qu'on pourra citer l'inondation un peu désordonnée, l'urbanisation désordonnée des villes. Voilà, on sait que les communes, les communautés urbaines, les mairies, etc., sont en train en fait, de lotir, y compris l'imagerie des fleuves Niger, et de les transformer en parcelles. On sait que les plans d'urbanisation eux-mêmes sont des plans plus ou moins mal passés un peu partout, pas seulement en Afrique, hein, au niveau mondial, hein, avec des rues pavées à l'extrême et des sols qui sont pratiquement imperméabilisés de ce fait. Il y a comme deuxième élément, troisième élément, donc c'était l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols, il y a la modification des usages des sols. Voilà, l'expert Abdou Ahmed Moulay, expert donc en génie rural, il s'est prononcé donc sur la question des inondations auxquelles font face nos pays du Sahel depuis quelques semaines avec les fortes précipitations. Vous allez donc le retrouver à la fin de ce journal dans l'intégralité de cet entretien qu'il a accordé à la télévision Labari. Le coût élevé de la connexion Internet et les prestations des compagnies locales de téléphonie mobile étaient au cœur ce matin d'une déclaration du Comité national de lutte contre la cherté de la connexion Internet au Niger. Ils ont rendu public, les membres donc, de ce comité, une déclaration à cet effet au niveau du CCOG de Niamey. Je vous propose de suivre le résumé de leur sortie médiatique avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Momondi. Les mauvaises prestations des compagnies de téléphonie mobile en général et la cherté de la connexion Internet en particulier au centre de cette sortie médiatique du Comité national de lutte contre la cherté de la connexion Internet au Niger. D'ores et déjà, le comité lance un boycott de 3 jours à compter du lundi 26 août 2024. Nous avons lancé un boycott national
de la consommation de services, les principaux opérateurs mobiles qui débutera ce lundi 26 août 2024. Ce boycott durera 3 jours et vise à interpeller ces compagnies de téléphonie sur le légitime préoccupation de la population nigérienne. Dans le cas où ces sociétés ne se ravisent pas, un autre boycott pourra être à nouveau lancé. L'ultime finale. Au-delà des activités de boycott, nous envisageons d'organiser une marche pacifique dans toutes les grandes villes du Niger pour montrer notre mécontentement face à cette situation difficile qui perdure. Cette manifestation permettra de faire comprendre à ces sociétés que le peuple nigérien est plus que jamais déterminé à en découdre avec la mauvaise qualité et la cherté de l'Internet dont il est victime durant toutes ces années. Face à la situation qui plonge les abonnés dans la frustration, le comité appelle les autorités en charge de la régularisation du secteur à se pencher très vite sur cette question, afin de pousser les opérateurs de téléphonie mobile opérant au Niger à mettre de l'eau dans leur vin. Le Niger nouveau, dans lequel nous sommes fièrement retrouvés depuis le 26 juillet 2023, est un Niger résilient, fort et capable. Le Niger nouveau de son Excellence, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, est un Niger digne et jaloux de son indépendance. Donc, qui ne peut en aucun cas se soumettre à un quelconque dictat de la part de quelques opérateurs de téléphonie mobile, quel que ce soit. L'heure du Nigérien passif qui subit tous les désiderats de firmes et multinationales étrangères est révolue. Les actions et les décisions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP depuis la prise du pouvoir dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes ont été saluées par le comité. Depuis hier se tient ici à Niamey, vous le savez, la première édition du Forum des journalistes d'expression Hausa d'Afrique. C'est la première édition donc qui se tient ici à Niamey pour entre autres discuter des défis auxquels sont confrontés les journalistes d'expression Hausa d'Afrique. Nous vous proposons dans le reportage qui va suivre le résumé des différents panels qui ont donc eu lieu à l'occasion de cette deuxième journée de ce forum. C'est avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Yahaya. Débuté samedi 24 août 2024 au Centre de conférence internationale de Niamey, les travaux du forum qui a réuni les journalistes en langue Hausa de plusieurs pays d'Afrique seront consacrés pour cette deuxième journée à l'animation des panels en lien avec le journalisme conformément à l'agenda. Après la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier, qui a vu en tout cas une forte mobilisation, donc nous sommes au deuxième jour. La conférence. Cette journée, ça va nous permettre, ou ça nous permet déjà, d'échanger sur des thématiques qui se veulent très importantes pour échanger autour, en tout cas, du thème principal. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est une conférence qui permet, en tout cas, d'échanger entre les journalistes qui sont présents ici, pour échanger surtout sur comment diffuser en tout cas les informations en langue, particulièrement la langue Hausa. Vous savez que les langues en général, les langues nationales, si nous utilisons ces langues dans un bon sens, ça va nous permettre non seulement de diffuser une bonne information, mais aussi de permettre aux bénéficiaires de ces informations, qui est le public, la population en général, de savoir que l'information doit être utilisée dans un bon sens. C'est en effet les journalistes de plus de 10 pays africains qui ont répondu présents aux travaux de ce forum.
L'occasion a été saisie par certains d'entre eux pour passer des messages. D'abord, le message que j'ai à l'endroit des journalistes est que le journaliste doit savoir qu'il est, en tout cas, un maillon, une personne importante. Il doit savoir cela. Il doit savoir que le public, la population compte sur lui. Parce que la population ou la personne qui attend l'information est vue tout de suite comme quelqu'un qui ignore. Quand je dis quelqu'un qui ignore, quelqu'un qui attend une information, il veut savoir. Alors, s'il veut savoir, le journaliste doit savoir qu'il doit bien lui permettre de savoir. Nous avons eu à faire beaucoup de travaux dans l'Académie africaine des langues. Nous avons constaté que la langue Kiswahili, qui était avant une langue inconnue, par le travail de l'ancien président Julius Nyerere, a prospéré. Et aujourd'hui, le résultat est là. L'Union africaine a pris le Kiswahili comme la langue de travail. Et nous sommes restés comme la langue frontalière, circulaire, et une langue qui n'a plus, c'est-à-dire sa place d'antan. Ça, c'est l'appel que je lance à nos présidents. À part l'appel que je lance à nos présidents, je lance l'appel aux journalistes de travailler avec conscience, le travail consciencieux. Journalisme Hausafon dans la valorisation de l'objectivité et la rigueur professionnelle du métier pour la cohésion, la diffusion des fake news à travers la propagande sont entre autres thématiques développées au cours des panels de cette deuxième journée de travaux du Forum des journalistes en langue Hausa d'Afrique. Opération de salubrité ce matin au cimetière musulman de Yantala, initiative d'un groupe de jeunes réunis au sein d'une association dénommée la sauvegarde de la patrie. Ils sont allés procéder donc au désherbage de cimetière musulman de Yantala. Le résumé donc de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Débarrasser le cimetière musulman des mauvaises herbes qui l'envahissent en cette période d'hivernage, tel est l'exercice auquel s'attelle par la présente ces bras valides. Une opération initiée par un regroupement de jeunes dénommé Sauvegarde de la patrie. Le cimetière, vraiment, il est vraiment dans un état déplorable. Et nous sommes appelés à venir un jour ici, être enterrés. Donc nous appelons tout le monde. Donc nous remercions tous ceux qui ont participé à l'appel de sauvegarde de la patrie pour cet effort, comment on appelle ça, patriotique. Parce que tout le monde doit mettre sa pierre pour construire notre pays. Et en cela, nous appelons encore une fois de plus à tout le monde de contribuer. Et grand merci à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses de leur bienfait. La mobilisation est encore beaucoup plus forte chez la gente féminine et aime bien cerner le bien fondé de cette action. Nous sommes venus ici, il y a notre parent. Si tu n'as pas papa ici, moi actuellement mon père est là. À part moi, il y a des femmes, d'autres femmes, leur parent est ici. J'ai pris à toutes les femmes nigériennes de sauver notre cimetière, c'est notre dernière maison ici. J'ai pris que Allah les accueille dans leur paradis. Notons que cette opération de désherbage et de salubrité entamée il y a de cela 3 semaines se poursuivra encore les prochains jours selon les organisateurs. Vivement une forte mobilisation de la population pour les séances à venir de cette noble action. Sport football avec les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine qui se sont joués ce week-end un peu partout sur le continent en match retour ici à Niamey. C'est l'association sportive des forces armées nigériennes, l'ASFAN, qui recevait en match retour donc l'ASCK du Togo après le match aller qui s'est soldé donc par
par un match nul 2-2. Les fans, les associations, donc les équipes, les joueurs de l'AS Fan plutôt, se sont inclinés cet après-midi au stade général Séni Kountché de Niamey face à leur adversaire du jour, 2-0. Ils sont donc ainsi éliminés de cette course à la Coupe de la Confédération africaine de football. Le résumé du match avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'est fini pour le représentant du Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, l'association sportive des forces armées nigériennes AS Fan, qui vient ainsi de perdre 0-2 face à l'association sportive des chauffeurs de Koza ASCK du Togo ce dimanche 25 août sur les installations du stade général Séni Kountché. Ainsi, dès l'entame du jeu jusqu'à la fin de la première partie, les deux formations ont livré un jeu peu équilibré, mais légèrement dominé par les visiteurs. 0-0 jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Du retour de la pause, les visiteurs ont maintenu le rythme en menant plusieurs offensives dans le camp des joueurs de l'AS Fan jusqu'à l'ouverture du premier but à la 61e minute. Puis 15 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 75e minute, intervient le second but qui a du coup coupé l'élan des joueurs de l'AS Fan qui se sont réveillés vers les dernières minutes du jeu, mais sans scorer jusqu'au coup du sifflet final. 0-2, une victoire saluée donc par l'entraîneur de l'ASCK du Togo. En Afrique noire, on ne peut pas corriger certaines mauvaises habitudes en une semaine, c'est un peu difficile. Donc on sait que l'AS Fan, les erreurs qu'ils ont commises là-bas sur le plan défensif, ils ne peuvent pas les corriger en une semaine. Donc on s'est dit qu'il faut profiter de ça. Maintenant leur force c'est quoi? C'est d'avoir plus de densité au milieu de terrain et puis anticiper les longs ballons qu'ils vont mettre dans le dos parce qu'on sait qu'ils vont beaucoup jouer sur ça, sur l'avancante qui va faire des remises, sur le 10 qui va jouer. Donc il fallait gagner les duels, les rebonds offensifs et les rebonds défensifs, surtout être lucide, mentalement être très fort parce qu'aujourd'hui on savait que le stade était gratuit, le terrain allait être plein, donc mentalement il fallait être très fort. Savoir contenir d'abord les temps forts de l'équipe adverse parce qu'ils en ont eu. Les premières 15 minutes, on devait être bien en place, les contenir. Ensuite, mettre le pied sur le ballon, imposer notre rythme à la récupération du ballon, mettre des transitions rapides qui nous ont favorisé en première mi-temps. Et à la mi-temps aussi, j'ai corrigé ce qu'il fallait corriger avec la joueur. Ils connaissent déjà comment est-ce qu'on fonctionne. Aujourd'hui, le chapeau s'est attiré aux joueurs parce qu'ils ont été braves sur le terrain. Du côté de l'entraîneur de l'AS Fan, c'est la désolation. Les joueurs n'étaient pas au rendez-vous ce dimanche soir. C'est pas par les tactiques qui nous a gagnés, mais les joueurs n'ont pas répondu aujourd'hui. Vous avez vu comment ils ont des difficultés à un certain moment. Oui, les joueurs ont à l'esprit l'idée de gagner ce match, mais malheureusement, les dieux du stade ne sont pas avec nous cet après-midi. C'est ce qui a justifié notre défaite. Maintenant, nous allons mettre le paquet pour encore nous préparer davantage. Car si vous avez constaté, on a des joueurs qui, la plupart, c'est pour la première fois qu'ils jouent un match à ce niveau. Notre adversaire du jour, c'est une équipe expérimentée. Ils nous ont gagné donc par expérience. Nous aussi, nous allons nous préparer pour les prochaines fois. Il faut rappeler qu'au match aller le week-end passé à Lomé au Togo, l'AS Fan a décroché un match nul, 2 buts partout face à l'ASCK du Togo, avant de s'incliner ici à Niamey devant son public à 0-2. Sport football toujours avec les tournois de grandes vacances qui se déroulent. Certains ont commencé même d'ailleurs à prendre fin. C'est le cas de celui du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey qui a pris fin hier après-midi au niveau du terrain de football du CG9 du 10 arrondissement communal. Le résumé de la finale de ce tournoi des grandes vacances du quartier Harobanda avec nos reporters Abdullah Sersedou et Ibrahim Boubacar. Les champions de l'édition 2024 du tournoi des grandes vacances de Harobanda, initiative Mohamed Ali, est connu. Lancé au départ avec un total de 10 équipes, ce tournoi, un mois après, s'est achevé par ce match final ardemment disputé par Chelsea FC en rose et Guépard FC en orange.
Malgré les nombreuses tentatives de deux côtés, cette finale, c'est au dernier coup du sifflet de l'arbitre, achevé sur un score de 0 but partout. Et c'est la séance de tir au but qui a marqué le sac du Guépard FC avec 5 buts contre 4 pour Chelsea qui a raté un de ses tirs. Les équipes d'ailleurs ont fait preuve de fair play et nous ont vraiment facilité la tâche. Donc de là, je remercie vraiment les joueurs, les coachs et même les supporters qui ont vraiment facilité ce tournoi jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie pour nous de voir ces jeunes-là dans la joie et qui célèbrent cette victoire. Avec cette foule que nous avons aujourd'hui, que le TGV Harobanda fait partie de l'un des TGV les plus grands de la région de Niamey et que c'est les TGV les plus bien organisés de la région de Niamey. Donc nous remercions chaleureusement toutes ces équipes et tous ceux-là qui ont pu faire le déplacement pour venir soutenir nos équipes et qui ont vraiment donné du courage à ces joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'instant d'après est marqué par la remise des prix, dont le deuxième s'en est sorti avec une somme de 150 000 francs plus quelques cadeaux. Et le premier avec 200 000 plus une coupe et quelques cadeaux. Le meilleur joueur, l'homme du match, la meilleure équipe fair play ont tous été gratifiés. La partie magazine, comme annoncé, est consacrée à un entretien accordé à la télévision Labari par le consultant international expert en génie rural Ahmed Abdou Moulay. Il se prononce sur les fortes précipitations enregistrées depuis quelques semaines dans nos différents pays de l'AES, occasionnant des dégâts avec les inondations ici au Niger. Par exemple, à la date du 20 août, selon les autorités, ces inondations ont causé la mort de 137 personnes. Il se prononce donc sur les causes de ces inondations au Sahel. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Aux causes des inondations au Sahel, cette question que je trouve pertinente compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Et pour répondre à cette question, je commencerai d'abord par un petit préambule. En effet, le phénomène de changement climatique et l'ensablement des cours d'eau, ajouté bien sûr à l'encroûtement des sols, serait principalement à l'origine des inondations constatées actuellement dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et en particulier le Sahel. On doit dire que la décennie 2011-2020 a été une des décennies les plus chaudes jamais constatées depuis les 125 000 dernières années, avec pour conséquence effectivement réchauffement du climat au niveau mondial dû aux activités humaines. Alors, les scénarios donc, de prédiction du groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat, le GIEC, font état de ce que un réchauffement global de l'ordre de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait être atteint à l'horizon 2030. Donc nous y sommes presque, nous sommes en 2024. Donc nous sommes effectivement à peu près en phase avec ces prédictions-là. Et le dernier rapport du GIEC a démontré effectivement qu'une augmentation, un accroissement ne serait-ce que d'1 degré Celsius est susceptible d'induire un accroissement des vapeurs d'eau, donc au niveau de l'atmosphère, de l'ordre de 7%. Ce qui pourra effectivement se traduire par des pluviométries plus importantes et par conséquent des inondations potentielles. Alors, par rapport aux causes proprement dites, je pense qu'on pourra citer l'inondation un peu désordonnée, l'urbanisation désordonnée des villes. Voilà, on sait que les communautés urbaines, les mairies, etc., sont en train, en fait, de lotir, y compris l'imageur des fleuves Niger, et de les transformer en parcelles. On sait que les plans d'urbanisation eux-mêmes sont des plans plus ou moins mal passés un peu partout, pas seulement en Afrique, au niveau mondial, avec des rues pavées à l'extrême et des sols qui sont pratiquement imperméabilisés de ce fait. Il y a comme deuxième élément
troisième élément, donc j'ai cité l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols, il y a la modification des usages des sols. Les paysans, quand je prends l'exemple des 3 affluents majeurs du fleuve, notamment sur la rive droite, la Seba, le Dragol et le Gorwell, ont pratiquement fini de décaper le couvert herbacé, arbustif et arboré. Parce que le Seigneur a posé ces 3 couverts justement pour protéger cette nature. La nature est naturellement réglée. Et de ce fait, ils ont mis en mouvement l'érosion qui a enseveli les chapelets de mares qui jadis faisaient office de lieu de laminage des crues en provenance des bassins versants qui sont en cascade laminés avant que les gouttes d'eau ne rejoignent le fleuve. Donc, ces chapelets de mares sont entourés effectivement de papyracées ou de manteaux de papyrus ou de cyperacées, voilà, qui les protègent eux-mêmes contre l'assablement. Ils stockent l'eau après l'avoir débarrassé de son débit solide et ils vont acheminer vers le fleuve une eau plus ou moins exempte de débit solide. Donc avant, on n'avait pas d'assablement du fleuve. Voilà. Et le fait d'avoir détruit ce mécanisme de régulation des crues en amont est pour l'essentiel à la base des problèmes que nous vivons actuellement. Et l'encroûtement des sols a fini d'aggraver la situation parce que jadis, la perméabilité des sols permettait à l'eau de s'infiltrer et de remplir une nappe quasi infinie. Une nappe avec un potentiel d'accumulation important en tant que réservoir sol. Actuellement, ce réservoir sol est sourd et muet, il ne stocke plus d'eau. Donc toutes les eaux qui ne sont ni régulées par les mares endorreiques, ni stockées dans les profondeurs du sol, vont effectivement percoler, ruisseler vers le fleuve. Et voilà pourquoi on assiste de nos jours à des coefficients de ruissellement qui sont 1,5 fois plus élevés que ce qu'ils étaient, par exemple, dans les années 90. Et d'ailleurs, j'ai dit aux gens, il faut analyser la relation de cause à effet. Quelle est la cause primordiale qui est à l'origine des inondations? Nous sommes en train de regarder les conséquences. Les maisons sont détruites. Mais la cause primordiale, c'est effectivement que nous avons maladroitement supprimé ces 2 systèmes de régulation des crues en provenance des bassins versants, donc que sont les chapelets de mare ou de lac et effectivement la nappe souterraine. Voilà donc pour un peu les causes principales. Voilà. Et je vais me permettre de citer un verset du Coran. Dieu dit dans Surat al-Sabbi, pendant Benoît Adam dit, nous avons créé et agencé toutes choses dans un ordre parfait. Dieu nous parle parce que Dieu dit, il a placé l'homme, il dit, comme effectivement un gouverneur sur terre pour gérer les écosystèmes, gérer toutes ces ressources. Nous avons échoué parce que nous n'avons pas compris les mécanismes de fonctionnement de ces systèmes hydrologiques et nous les avons perturbés. Et donc, pour répondre à votre deuxième question, quelles sont les conséquences liées aux inondations? Je pense que ces conséquences sont multiples. Il y a l'encroûtement des sols avec plus d'érosion, plus de ruissellement. Il y a les inondations également qui causent énormément de pertes au niveau des habitations. Les ouvrages également de communication terrestre, les routes, les ponts sont également détruits. Sans compter pour les familles impactées tous les traumatismes et l'instabilité sociale qui est ainsi générée. Alors, peut-on anticiper ces inondations? Ça, c'est l'objet de votre troisième question. La réponse est oui, mais de façon climato-intelligente. Alors, pour cela,
il convient de s'offrir 3 bons leviers. Le premier levier porte sur la gestion des risques d'inondation avec un système d'alerte précoce et également un plan d'action et le suivi de ces actions précoces. Malheureusement, la couverture de population en termes d'alerte précoce au Sahel est faible. Et le système en lui-même est insuffisant pour apporter les réponses appropriées aux problèmes d'inondation. Ce qui nous amène à parler du levier numéro 2, gestion des risques d'inondation à travers un processus d'adaptation transformationnelle. C'est peut-être un gros mot, mais qu'est-ce que j'entends par adaptation transformationnelle? Il s'agit là d'analyser les relations de cause à effet, c'est l'approche en DEC, l'analyse des modalités de cause à effet et de leur répercussion sur l'écosystème en vue de bâtir des programmes durables de développement intégré pour la restauration des écosystèmes qui ont été liquidés, mais aussi pour le développement de l'irrigation. Voilà un peu par rapport à ce levier numéro 2. Alors, exemple de mesures pertinentes, il faut préserver la végétation naturelle, il faut encourager les populations à la préserver. Il faut également tenir compte du changement climatique et de l'intensification des pluies. Il faut tenir compte du contexte hydrologique nouveau dans le dimensionnement des ouvrages. Voilà, il faut également procéder à une sensibilisation à large échelle, à la fois des autorités administratives et politiques, mais également des populations. Voilà, sur notamment les facteurs qui accélèrent les impacts du changement climatique. J'avais parlé du décapage du couvert, ça c'est un facteur majeur qui accélère par exemple les impacts des changements climatiques. Alors il convient ici, pour ceux qui sont de formation ingénieur, je voudrais pointer du doigt le fait que les formules Orston, formules CIH et tout leur façon technique qui est à leur disposition est actuellement dépassée en vertu de ces changements climatiques. Donc il conviendrait alors dès lors de mettre en place une série d'études et de recherche-développement en hydrologie pour proposer des modèles climato-intelligents adaptés à la nouvelle situation. Et à travers ces modèles, nous allons bien sûr procéder à l'évaluation des débits de crue et il faudra former tous les cadres aux nouveaux outils qui vont ainsi être générés. Voilà. Par exemple, un bon jaugeage sur le lit mineur du fleuve permet de restituer les débits moyens et de coefficients de passage peut permettre de les convertir, par exemple, en débit de crue cinquantennal, centennal, cinqucentenal ou même millénaire. Ça, c'est par exemple l'approche proposée par Wharton, J. Wharton, qui est totalement différente de l'approche Orston et CIH. Et je trouve cette approche beaucoup plus intelligente et on pourra ensuite mettre toutes les rivières à travers une loi de régression en corrélation avec les caractéristiques principales des bassins versants. Par exemple, la superficie du bassin versant, le type de couvert versé, peut être mise en corrélation avec la largeur de la rivière et la pente longitudinale de la rivière pour restituer le débit moyen. Une fois que le débit moyen est ainsi restitué, on sait, avec les coefficients de passage, restituer un débit de crue de projet. Ça, c'est un exemple que je donne de solutions climato-intelligentes. Alors, il est temps pour le pays de se prendre la main et de créer son propre référentiel technique. Voilà, sans rien attendre de l'IRD, qui est cet institut français qui s'est accaparé le domaine de recherche-développement en matière d'hydrologie au Sahel et en Afrique subsaharienne. Voilà. Exemple de mauvais ouvrage, c'est par exemple les inerties de Vincent Bolloré sur la route de Dosso, qui ont modifié
et aggraver le système hydrologique local. Ce système est déjà mis à mal par le déboisement au niveau du bassin versant et les impacts du changement climatique. Prenez la route de Dosso, vous verrez que même là où les gens sont en train de lotir les parcelles, les paysans ont tout déboisé, ou presque. Et les sols, on assiste à une sorte de lissage des sols à surface. Voilà pourquoi les ruissellements sont quasi instantanés. Les ouvrages réalisés par Vincent Bolloré sont chemin de fer, c'est presque un endiguement qui se constitue en obstacle par rapport aux écoulements. Ajouté à cela, bien sûr, tous les dallots et plans qui ont été mal dimensionnés. Je doute fort d'ailleurs qu'il y ait eu un suivi ou une supervision des travaux lors de l'exécution. Voilà un peu les points faibles aussi de la France-Afrique. Voilà, on permet à un vulgaire commerçant de venir détruire complètement notre système hydrologique et accélérer les phénomènes climatiques. Le levier numéro 3, voilà, porte sur la réduction des gaz à effet de serre. Je reste un peu sceptique parce que les pays qui polluent rechignent à mettre la main à la poche. L'Afrique qui n'a pas pollué est en train de payer à la place des autres. Voilà un peu par rapport à ce levier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Pour moi, il convient au niveau de notre pays, au niveau de l'espace sahélien, pour chaque pays, en particulier je pense au Niger, de mettre en place un programme intégré de régénération des écosystèmes naturels, je disais qu'ils avaient été détruits, et de développement intégré de l'irrigation au niveau des bassins hydrologiques majeurs, tels que la Sirva, le Gorwel, le Dagol sur la rive droite, le Kori-Walam et autres sur la rive gauche. Voilà, et dans ce programme, il convient de reprendre, par exemple, à l'aide d'un logiciel approprié, je pense au logiciel HECRAS, élaboré par l'armée américaine, voilà, une simulation du plan d'eau dans le fleuve pour simuler la situation actuelle et ensuite faire des projections de tous les aménagements hydro-agricoles futurs qui vont être réalisés dans les 70 prochaines années, c'est-à-dire horizon 2100, et donc projeter la ligne d'eau, ce que serait la ligne d'eau à l'horizon 2100 si tous ces endiguements avaient été réalisés. Donc il convient de simuler le positionnement de ces endiguements et de prédire la largeur entre le lit mineur et les positions d'implantation de ces endiguements pour observer la côte induite dans le fleuve et vérifier si cette côte n'est pas susceptible, par exemple, d'inonder les maisons. Je pense par exemple aux habitations de Bangabana et autres, Nialga et autres qui sont en rive droite. Et également, si cette côte n'est pas susceptible d'inonder, par exemple, les routes et les investissements structurants. Cette simulation n'a pas été faite, elle est à faire. Donc je pense que ça, c'est un travail important. Une fois que la simulation est faite, il faut avoir un financement colossal pour réaliser, à travers ce programme, l'ensemble de ces endiguements-là. Donc ce sera un schéma directeur contenant ces lignes majeures que je viens d'énumérer. Une fois que ces endiguements ont été ainsi cristallisés, plus personne ne pourra s'aventurer à les toucher, à plus forte raison, occasionner un exhaussement du plan d'eau dans le fleuve Niger. Voilà, et à partir de cet instant, on pourra toujours, dans ce schéma directeur-là, se faire le luxe d'un plan d'action pour la réalisation de ces digues-là, voilà, des ouvrages structurants et un développement, bien sûr, progressif et raisonné de l'irrigation. Ce qui est différent de l'approche actuelle, de Fergoun jusqu'à Gaïa, nous avons pratiquement créé un couloir parce que l'endiguement a rétréci la section d'écoulement du fleuve. Le fleuve, par le passé, en période de crue, pouvait effectivement respirer dans son lit majeur. Je parle de poumons hydrauliques
de la rivière. Ces poumons ont été volés par nos autres ingénieurs au dessin pour effectivement créer des aménagements hydro-agricoles. Donc moi j'ai dit aménageons mais de façon durable. On peut aménager en faisant toutes ces simulations-là pour récupérer les portions de terre indigables sans entraîner l'exhaussement du plan d'eau dans le fleuve qui est lui-même sujet à inondation. Voilà un peu pour moi une approche climato-intelligente de développement intégré. Voilà le sens dans lequel il faut aller et pour cela il faudra mettre en place une cellule d'ingénieurs compétents, capables effectivement de conduire à bon port ce programme. Et voilà un peu donc, ce que je voulais restituer. Et donc quel avenir? Oui, le GIEC à travers ses prédictions, notamment pour l'augmentation de 1,5 degré, voire même 1 degré, le GIEC, effectivement, pense que cela va occasionner des événements pluvieux plus intenses, accompagnés de phénomènes d'inondation en saison de pluie. Mais en saison sèche, là aussi, c'est un peu la contraposée. On va avoir des sols beaucoup plus secs en saison de pluie. Donc, il convient c'est le principe pollueur-payeur pour les pays qui ont effectivement pollué, il convient de mettre la pression sur eux pour rendre justice à l'Afrique. Voilà, et parallèlement, nous mettons en œuvre le programme que je viens de citer tantôt.